ce soir, à la une, le président de la République a présidé ce matin à Colintin, dans la préfecture de Kindia, la journée mondiale de l'alimentation. Elle est célébrée sous le thème « La faim zéro, c'est possible en 2030 ». Il sera également question dans ce journal de la protection des chimpanzés. L'espèce est menacée de disparition. Des ONG apportent leur soutien au gouvernement pour la surveillance et la protection de ces animaux. Et puis notre rubrique en 60 s'intéresse aujourd'hui à un autre patrimoine national, l'imprimerie Patrice Lumumba, autrefois fierté nationale. Cette unité industrielle est toujours dans les esprits plusieurs années après sa fermeture. Encore une fois, bienvenue à tous. Pour commencer, en plus bref, sport, qualification à la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Pour sa 4e sortie, le Sili national garde la tête de sa poule. Cet après-midi à Kigali, le 11 Guinéen a fait match nul d'un but partout au Rwanda. Nous y reviendrons. Sans transition, nous sommes le 16 octobre et c'est la journée mondiale de l'alimentation. Le président de la République a présidé cette commémoration à Colintin dans la préfecture de Kindia. Cette année, l'accent est mis sur la valorisation des cultures d'exportation avec un thème évocateur « Agir pour l'avenir ». La fin zéro est possible en 2030. Je vous propose un extrait du discours prononcé à cet effet par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Messieurs les représentants de la FAO et de la CEDEAO, paisible population de Kindia, de Sugeta et de Colintin, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin à Colintin. Colintin, dans l'agriculture guinéenne, a occupé une très grande place dans le passé. Malheureusement, nous avons le défaut en Guinée de ne pas capitaliser sur nos acquis passés. Moi, je venais ici quand j'étais jeune. Il y avait des plantations de Léoné, Georgiade, etc., qui étaient des très grandes plantations qui faisaient le ananas. On avait aussi des religieuses ici qui faisaient des fleurs aussi belles que les roses qu'on fait en France. Pourquoi tout cela a disparu? Parce que nous n'avons pas capitalisé sur nos acquis passés. Comme je dis souvent, nous avons le défaut en Guinée. Au de laver le bébé et de jeter l'eau sale, nous jetons le bébé avec l'eau sale. C'est ça aussi qui caractérise notre pays, qui a fait que nous n'avons pas pu progresser aussi vite que nous l'aurons pu. Car Dieu aime la Guinée, il nous a donné tout ce qu'il faut pour nous développer. Je dois d'abord rendre hommage au cadre de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. La Guinée a de très bons cadres, à l'emploi, à l'IRAD, etc. Malheureusement, on les laissait de côté, on ne les accompagnait pas pour leur permettre de donner toutes leurs capacités. Et je suis convaincu que nous avons les cadres qu'il faut pour transformer l'agriculture, l'élevage et la pêche en Guinée. Il suffit seulement que le gouvernement les accompagne. Monsieur le président de la FAO, le problème n'est pas pour nous d'avoir seulement la sécurité alimentaire, c'est d'être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Non seulement avoir la sécurité alimentaire, mais être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? C'est pas parce que nous sommes mieux que les autres. On peut dire que la Guinée est un scandale agricole, pas seulement géologique. Nous avons 6 millions d'hectares fertiles. Nous avons des régions, Massantari, où presque 2 jours sur 3. Nous avons près de 6 000 cours d'eau. Nous avons de l'eau partout. Très souvent, quand mes collègues présidents viennent et qu'ils se voient le Conakry, ils sont surpris de dire, mais est-ce que c'est comme ça, de l'eau partout toute l'année? Imaginez le président de Namibie, il vient du désert de Kalahari qui survole et qui voit de l'eau partout. Est-ce que c'est comme ça toute l'année? Ou le président du Niger, qui lorsqu'il est venu pour l'irrigation du barrage Kadeta, demandait est-ce que c'est comme ça toute l'année? Donc, nous avons toutes les capacités, non seulement d'être autosuffisants, mais d'être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Cela dépend seulement de la volonté et de la capacité du gouvernement à accompagner les cadres et les paysans. En dehors du ministère de l'Agriculture qui fait son travail, j'ai lancé le programme présidentiel. Parce que j'allais souvent en Côte d'Ivoire. J'ai vu que s'il y avait un ministre de l'Agriculture en Côte d'Ivoire, mais le véritable ministre, c'était le président Houphouët-Boigny qui accompagnait, qui était le véritable ministre. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a réussi son agriculture. On ne peut pas transformer l'agriculture si le président de la République n'en fait pas son programme. On ne peut pas transformer l'élevage et la pêche s'il n'en fait pas son programme. C'est pourquoi tout le budget de souveraineté et autres de la présidence est consacré à ce programme présidentiel.
Aujourd'hui, nous sommes en train de mécaniser toute notre agriculture. Des tracteurs pour cultiver, moissonneuses batteuses pour récolter, rizeries pour transformer le riz padé en riz net. Avant, le paysan guinéen ne connaissait pas l'engrais. Aujourd'hui, nous avons 100 000 tonnes d'engrais. Nous allons bientôt avoir une usine d'herbicides pour que les gens cessent de brûler et qu'ils sachent qu'on peut tuer les mauvaises herbes avec l'herbicide. Parce que le fait de brûler amène la sécheresse et donc transforme l'écosystème de notre pays. Mais aussi, nous ne sommes pas arrêtés là. Puisqu'il y a aussi de nouvelles technologies, nous utilisons de nouvelles technologies. Avant, pour téléphoner, c'était la colle à la bannière. Il fallait tirer le fil. Aujourd'hui, n'importe quel paysan guinéen, dans le plus coin reculé de la Guinée, avec son portable, peut téléphoner. Alors, nous avons décidé de faire la même chose pour l'agriculture. Donc, nous avons mis sur l'agriculture les nouvelles technologies. C'est-à-dire les tracteurs, les morceaux, bateaux, etc., sont dotés de GSM. Donc, si Mafoya Kindia veut louer le tracteur, il n'a pas besoin. Il prend son téléphone, il appuie sur le tracteur et il dit j'ai besoin de louer le tracteur pour 10 hectares, 20 hectares, le tracteur vient. S'il veut le faire pour la moissonneuse batteuse, c'est la même chose. S'il veut acheter l'engrais, il n'a plus besoin d'aller. Il appuie, je commande tant de tonnes d'engrais, on livre. Donc, ça permet aux paysans de ne pas se déplacer. Ça lui permet aussi d'avoir la mécanisation sans être obligé de payer le tracteur ou le moissonneuse batteuse. C'est vous qu'on a mis ça, Kobiri. Ça veut dire tout simplement que vous allez sur votre ordinateur, vous le chargez comme vous chargez votre téléphone. Ça, c'est pour permettre aujourd'hui aux paysans, même s'il est dans le coin le plus reculé, d'avoir accès au tracteur, à moissonneuse batteuse, aux engrais et autres. Mesdames et messieurs, vous suivrez l'intégralité du compte-rendu de nos collègues du bureau de presse de la présidence de la République juste après le journal. Et puis, le ministère des Travaux publics vient d'entamer les travaux de traitement des points dégradés de la voirie de Conakry. Plus de 33 km sont à réhabiliter dans les 5 communes de la capitale. Ces travaux visent à faciliter la mobilité urbaine en attendant la reconstruction totale de la voirie de Conakry. Le ministre des Travaux publics vient de visiter ces chantiers. Suivez le compte-rendu de Ansman Mani Camara. Juste après les grandes pluies, ces travaux sont engagés pour traiter les points dégradés, histoire d'améliorer la mobilité des citoyens à Conakry. Dans les 5 communes de la capitale, sur une trentaine de kilomètres, 5 entreprises exécutent ces travaux dont le délai s'expire en décembre prochain. Au niveau d'avancement, je pense que nous sommes à pratiquement 20% d'abord. Il y a encore beaucoup qui reste à faire. Nous avons ciblé d'abord les artères principales, les voies de dégagement qui viendront en deuxième temps. Mais dans un premier temps, c'est de faire en sorte que quand on quitte Kaloum, on veut se rendre ce soir. Quand on prend les routes principales telles que l'autoroute, la route de Prince et la route qui mène vers Caporo, que ces voies principales soient vraiment réglées et que l'on n'ait pas de trous ni de pôles sur ces voiries principales. Une fois qu'on aura terminé ces artères principales, les voies de dégagement qui sont tout aussi importantes que les artères principales, que nous essayons aussi rapidement de régler cela. Au niveau des 2 principales voies d'accès de la capitale, Kagbélé et kilomètre 36, des travaux sont engagés aussi pour la réfection des parties dégradées. Pour sortir de Conakry, c'est un calvaire pour tout le monde. Et généralement, quand les gens veulent sortir de Conakry, il faut se lever très tôt, compte tenu de l'état de la route. Et donc, c'est ce que nous avons commencé à corriger. En attendant les grands chantiers qui vont commencer, les 2 échangeurs qui vont être construits au niveau de Kagbélé et du kilomètre 36, nous allons améliorer considérablement les voiries de Conakry pour que les Guinéens et Guinéennes, les populations puissent circuler dans une parfaite harmonie et dans un confort acceptable. Pendant que ces travaux sont en cours, le ministère des Travaux publics annonce le recrutement d'un bureau de contrôle pour le respect des normes contractuelles. Cet engagement et la qualité des travaux effectués seront mis à l'épreuve avec le nombre croissant d'engins roulants et les fortes précipitations que connaît la capitale guinéenne.
La gestion rationnelle de l'eau, une trentaine de professionnels du secteur sont en concertation à Conakry. Ils se familiarisent avec les meilleures pratiques de gestion de cette denrée vitale. La rencontre est organisée par la Société des eaux de Guinée en collaboration avec l'Association africaine de l'eau. Reportage Navi Camara. Ils sont 35 participants à cette rencontre initiée par la Société des eaux de Guinée. Rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités techniques et managériales des décideurs africains du secteur de l'eau et de l'assainissement. Ils vont se familiariser ainsi avec les meilleures pratiques de gestion du personnel et qualifier les services publics. Ce sont les représentants des directeurs généraux et les directeurs généraux des sociétés d'assainissement de tout le continent qui se retrouvent ici dans le cadre de ce programme de formation dédié aux managers de ces différentes institutions de notre continent. Pendant 3 jours, nous allons essayer de dérouler des thématiques liées à la performance de nos sociétés pour permettre de mieux satisfaire la population cible, que ce soit les clients, et aussi permettre à nos différents décideurs que nous sommes de pouvoir bien gérer la base en leur communiquant les meilleures aptitudes de gestion à chacun au niveau de son poste. Pendant 3 jours, ces professionnels de l'eau et de l'assainissement vont davantage maîtriser le rôle du manager, améliorer le leadership et mettre en place un système de gestion organisationnelle pour crédibiliser leurs services respectifs. J'ai besoin des outils qui seront développés ici pour vraiment conduire le changement au niveau de mon entreprise. Ça me permet de gérer le mieux d'eau que nous avons, d'avoir des outils pour vraiment manager la société, donc arriver à améliorer l'efficacité de la société. Cette forme d'organisation appelée masterclass à l'intention des responsables africains de l'eau et de l'assainissement est hautement appréciée par le ministère guinéen de l'énergie et de l'hydraulique. Protection de l'enfance, l'on s'achemine vers une meilleure organisation des structures non étatiques qui évoluent dans ce domaine. Déjà, une rencontre s'est tenue ce matin au siège du Plan international guinéen. Elle a porté cette rencontre sur l'élaboration de la cartographie des organisations de la société civile intervenant dans la protection des enfants. L'opération a permis d'identifier les forces et les faiblesses de ces structures. Kernos Diallo nous en dit plus. De nombreuses organisations évoluent dans la promotion et la protection des droits des enfants en Guinée. Cependant, le constat révèle peu de communication entre elles. Un déficit qu'il faut corriger pour optimiser les résultats en effectuant la cartographie de ces organisations. Plan international Guinée encourage les acteurs à œuvrer ensemble pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent. On le dit traditionnellement chez nous, qu'un seul doigt ne peut pas soulever une pierre. Donc, dans la vision de plan, c'est de partir avec des organisations renforcées pour mieux booster la promotion des droits de l'enfant dans le pays. Il faudrait que nous, organisations de la société civile, surtout pour les organisations qui travaillent dans la protection de l'enfance, que nous nous engageons à relever les défis liés à la protection de l'enfance en Guinée, à relever le défi de l'engagement même de nos autorités, de nos décideurs qui se sont engagés au niveau international, sous-régional, en ce qui concerne la protection de l'enfance. Le but est fixé, mais entre les difficultés d'accès au financement et le manque de professionnalisme, les freins au développement des organisations qui œuvrent dans l'enfance sont partagés. Le besoin de formation est communément identifié comme indispensable, alors que l'idée de réunir enfin les acteurs de la sorte est vue comme une réelle opportunité. Nous avons élaboré un SWOT, nous avons pu identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour la société civile concernant le plaidoyer en faveur des droits des enfants et des jeunes, plus spécifiquement ceux des jeunes filles. L'exercice en cours en Guinée s'effectue dans 6 autres pays de la sous-région avec le concours du Forum de la société civile ouest-africaine en partenariat avec le Bureau régional de plan international basé à Dakar. Autre protection, cette fois-ci, il s'agit d'une espèce animale menacée de disparition, les chimpanzés. Pour renforcer leur protection, le ministère de l'Environnement vient de recevoir des équipements d'informatique et de surveillance. Un geste de la Fondation pour la protection des chimpanzés. Le don est estimé à 500 millions de francs guinéens. La cérémonie de remise avec Mohamed Alpha Baldé. La Guinée abrite la plus grande population de chimpanzés de la sous-région.
Environ 5000 primates sont répertoriés dans la seule zone du Moyen Bafing, où la création d'un parc pour leur protection est en cours. Pour renforcer l'efficacité de l'Office des parcs et réserves, principale structure chargée de la protection de cette espèce en voie de disparition, la Fondation pour la protection des chimpanzés offre un important lot d'équipements estimé à plus de 5 000 $ à la structure. Effectivement, des dotations en matériel, mais également un plan de formation, des renforcements de capacité qui est prévu. Donc nous sommes engagés vraiment dans le long terme à faire en sorte que ce parc national du Moyen Bafing soit vraiment le fleuron de la gestion des aires protégées en Guinée et plus tard au niveau régional, pourquoi pas international. Du matériel informatique, de vision éloignée, de communication et imprimantes laser sont entre autres composantes du don. Pour le Guipara, ces équipements permettront à ces équipes de mieux coordonner le travail sur le terrain. Pas très ancien temps, même au niveau de l'indépendance, il y avait des éléphants ici en Guinée partout, mais aujourd'hui ils sont partis. Ils sont devenus très rares parce qu'ils n'ont pas pour bénéficier d'une protection rapprochée. Aujourd'hui, la Guinée a la chance, toute l'Afrique de l'Ouest, la Guinée est l'unique zone où on peut dénombrer aujourd'hui plus de 10 000 chimpanzés. L'unique zone. C'est une espèce endémique classée dans la zone rouge par l'UICN. Donc si nous ne protégeons pas cet animal, si nous ne protégeons pas son habitat, l'animal va disparaître. C'est des espèces très rares qu'on ne trouve pas ailleurs. Nous sommes condamnés donc de les protéger. Je sors d'une conférence mondiale tenue à Londres. On s'est beaucoup appuyé, n'est-ce pas, du trafic et la lutte contre cette criminalité, au fait. Et ça fait beaucoup d'argent. Nous sommes tenus obligés de les protéger, sinon qu'est-ce qui va se passer? Nos enfants, nos arrière-enfants ne vont pas connaître ce que c'est que le chimpanzé. Aujourd'hui, la Guinée et ses partenaires comme Wild Chimpanzee Foundation comptent sauver la dernière grande population de chimpanzés encore active en Afrique de l'Ouest. Un combat de longue haleine dont le succès passe aussi par la sensibilisation et l'implication des communautés locales. C'est parti pour les travaux de planification du projet PrepLine. C'est un programme qui vise à renforcer la préparation coordonnée des services d'application de la loi et de la santé publique. C'est pour faire face à une éventuelle épidémie de santé publique en Guinée. L'action est pilotée par l'OIM Guinée en collaboration avec le gouvernement. Le point avec Abdrahman Kouladiallo. Assurer la planification des activités du projet PrepLine en Guinée avec tous les acteurs concernés. C'est l'objectif de cet atelier initié par l'OIM Guinée sur financement du département d'État américain en collaboration avec le gouvernement guinéen. Ce projet de 6 mois implique les ministères de la Sécurité et de la Protection civile, de la Santé, de la Défense, de la Communication et des Affaires religieuses avec le soutien technique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Je voudrais personnellement remercier le département d'État américain parce que je pense que depuis la crise à la maladie, la crise Ebola, les États-Unis n'ont pas cessé d'apporter leur appui pour essayer de trouver des solutions en termes de santé, en termes de prévention, en termes de sécurité et tout. Et je pense que sans eux, aujourd'hui, on ne pourrait pas du tout avoir toute cette possibilité de pouvoir mettre en place et de pouvoir essayer de concrétiser notre souhait de mieux préparer la Guinée à répondre aux prochaines crises. Nous nous sommes tenus aux côtés de la Guinée pendant la crise Ebola. Et donc nous avons pensé qu'il était de notre devoir de continuer à aider la Guinée alors qu'elle se prépare à travailler pour renforcer ses capacités sécuritaires associées aux épidémies. La préservation de la santé des populations est l'une des priorités du gouvernement guinéen. L'objectif, c'est pour permettre aux uns et aux autres, c'est-à-dire les principaux acteurs, les services de santé, les services de police, les services de gendarmerie, qui sécurisent, puisqu'il y a toujours la panique lorsqu'on parle d'une épidémie et surtout une épidémie hautement mortelle. Au terme des débats suivis de travaux de groupe et de synthèse, les participants ont formulé des recommandations relatives à l'amélioration de la situation sanitaire en Guinée.
Encore des présumés braqueurs sont tombés ce matin dans les filets de la police. Ils sont accusés d'avoir érigé des barricades afin de perturber la circulation. Par ailleurs, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dément les accusations dont font l'objet des agents de sécurité suite à la mort d'un jeune citoyen à Koloma. Le ministre Alpha Ibrahima Keïta est au micro de notre reporter Alpha Issi Agaba. Suivez. Ce qui se passe sur la route Le Prince est inacceptable dans une république. Vous voyez, ces malfrats, ces voyous, ces hors-la-loi qui sont derrière, ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont des PMAK, ils ont de la drogue, ils ont des armes blanches, et c'est avec ça qu'ils intimident, qu'ils agressent les paisibles citoyens qui ne veulent que vivre en liberté et vaquer à leurs affaires quotidiennes pour subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Mais malheureusement, vous voyez ces motos, c'est des motos qui ont été braquées, qui ont été extorquées des mains des paisibles citoyens et des véhicules comme cette voiture. Ça, c'est des comportements qui n'honorent pas les jeunes. La police s'élève contre les accusations gratuites que certains compatriotes se permettent de faire en disant que les policiers ont tiré sur un adolescent. La preuve ici, nous avons plus de 20 malfrats qui ont été arraisonnés, qui ont été arrêtés sans pour autant qu'on ne tire même des coups de sommation. Mais cette police est une police républicaine qui intervient avec les moyens légaux pour le maintien de l'ordre. Donc personne n'est armé, personne n'a un pistolet, personne n'a une mitraillette. Et donc vraiment, la saisie de ces armes de guerre que vous voyez devant vous atteste à suffisance que les criminels que nous recherchons sont bien parmi cette horde hors-la-loi que nous avons et qui vont être soumis à la rigueur de la loi. Et puis ce communiqué qui nous vient de la préfecture de Kindia, 16 octobre 2018. Depuis la soirée du lundi 15 octobre 2018, nous constatons des manifestations à caractère insurrectionnel dans la ville de Kindia suite à l'élection du bureau exécutif de la commune urbaine. L'élection du candidat de l'Union pour le développement de la Guinée, UDG, à la tête de la mairie de Kindia serait rejetée par son allié de l'opposition républicaine, en l'occurrence l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, occasionnant des troubles à l'ordre public. Nous condamnons l'usage d'armes à feu et d'armes blanches occasionnant des blessés graves. Dans le souci de ramener le calme et la stabilité dans la ville, nous avons requis et obtenu l'intervention des forces de l'ordre. Une information judiciaire a été également ouverte. Les autorités judiciaires ont été saisies et prennent toutes les dispositions nécessaires afin de restaurer l'ordre, protéger les personnes et leurs biens et traduire les responsables des troubles devant les juridictions compétentes. Nous rappelons que le respect de l'état de droit suppose le respect des droits et devoirs de tous les citoyens d'une part et l'observation des textes de loi en vigueur en République de Guinée d'autre part. La préfecture de Kindia invite les populations au calme et à la retenue. Le préfet de Kindia. En bref et en image à l'international, le département de l'Aude en France est toujours sous les eaux. Les violentes pluies qui se sont abattues ces derniers jours dans la région ont provoqué de graves inondations. Le bilan encore provisoire fait état de 12 morts et des dégâts matériels considérables. Le département est placé sous vigilance rouge par Météo France. Place à présent à notre rubrique En 60. Nous braquons nos projecteurs ce soir sous l'imprimerie Patrice Lumumba. Autrefois patrimoine national, cette imprimerie était la fierté de toute une nation. Ses performances sont encore évoquées plusieurs années après sa fermeture. C'est un grand format réalisé par Lansé Koulibaly. Suivez. Dans l'histoire de la Guinée indépendante, il y a des entreprises qui ont marqué de façon positive les esprits. Parmi elles, l'imprimerie Patrice Lumumba. Fruit de la coopération entre la Guinée et l'Allemagne de l'Est d'alors, cette unité industrielle a été créée en 1962 pour répondre aux besoins en fournitures scolaires, documents administratifs et autres consommables.
Grâce aux équipements performants et aux techniciens compétents, l'imprimerie Patrice Lumumba a pu assurer la couverture nationale et même sous-régionale. C'était une merveille. D'abord construit pas pour la Guinée seule, mais c'était pour une vision sous-régionale. Et nous avions gravité d'échelon en échelon jusqu'à atteindre ce petit sommet des directeurs de la production. Tous les cadres de l'INASEF, c'est-à-dire entendez par l'imprimerie nationale de Guinée-Bissau, tous les cadres ont été formés à l'imprimerie Patrice Lumumba. Dans les autres pays, vous trouverez une usine exclusivement pour la composition, une usine pour le traitement des clichés et qu'on appelle la photographie, une usine pour l'impression, une usine pour la reliure. Mais chez nous, Dieu a voulu que le tout, à travers la clairvoyance des premiers dirigeants, que tout se retrouve en un seul lieu qu'on a appelé imprimerie complexe de polygraphique de l'imprimerie Patrice Lumumba. Parmi les produits phares que l'imprimerie réalisait, il y a la production des cahiers, des enveloppes, des titres et valeurs, à côté des livres, des brochures et des journaux. Et maintenant, y compris, bel et bien, le grand Coran qui avait été offert à la Guinée par l'Arabie Saoudite. C'est nous qui éditions le grand Coran ici. Nous avions encore cette fierté d'avoir édité le Coran traduit en poulard par El Hadj Korka. Cette entreprise nationale à grande réputation sera l'un des derniers bijoux hérités du régime révolutionnaire à être privatisé. C'est entre 1995 et 1996 que cette unité industrielle a été cédée. Je me suis rendu compte que les ingénieurs, les ouvriers, les techniciens, tout le monde, c'était des gens de très bonne volonté. C'était vraiment des gens qui aimaient leur travail. C'est ainsi que dans mon bureau, j'étais souvent accompagné, même pas, j'étais le compagnon des techniciens, des ingénieurs. L'imprimerie était vraiment un bijou. À en croire cet ancien responsable, au moment de la privatisation, l'imprimerie nationale Patrice Lumumba disposait encore des machines performantes. On pouvait compter plus de 158 machines au moment où on quittait de l'état d'imprimerie d'État au privé. Parmi ces machines, on avait de grandes machines offset, 4 couleurs, des machines offset 2 couleurs, de petites machines rotatives. Ensuite, il y avait la section cahier, ça a été cédé à NIC. NIC, nouvelle imprimerie du Kaloum. Aujourd'hui, la concession de 6 hectares de cette unité est occupée de manière anarchique par des privés. On le voit, comme d'autres entreprises publiques, la privatisation de cette imprimerie a eu pour conséquence directe la perte d'emploi pour 650 travailleurs compétents. Certains d'entre eux ont toutefois réussi à prolonger leur carrière par l'ouverture ou l'assistance technique à des petites imprimeries privées. Mais le vide laissé par l'historique imprimerie Patrice Lumumba est loin d'être comblé. Mesdames et messieurs, c'est avec cette page souvenir que nous fermons ce journal. Grand merci à vous pour votre obligeante attention. Passez une excellente nuit. À demain.